Allez, viens, on t'emmène à la rencontre de ceux qui changent le monde. Bienvenue, je m'appelle Sylvia Mikoun et vous écoutez Impact Positif. Le podcast qui vous parle de ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. De ces gens qui veulent avoir un impact positif sur la société, ceux qui inspirent, ceux qui font, tout simplement. Depuis quelques années, 1 million de révolutions ont surgi. Du citoyen à l'entrepreneur en passant par le grand groupe ou encore l'étudiant, le frémissement se fait entendre partout. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut faire bouger les lignes. Ces actrices, ces acteurs, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée et quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Moi, je crois qu'il faut toujours faire un premier pas. Il n'y a pas de pas indigne. Tout petit que je suis, je vais faire quelque chose. Le plus important, c'est d'agir. Et surtout ne pas se juger. Parce qu'on est dans cette espèce de jugement de nous-mêmes. On peut être terrible avec nous-mêmes. Pour ce 4e épisode d'Impact Positif, j'ai rencontré Sakina Emsa. Styliste, créatrice de mode engagée et entrepreneur sociale. Elle est ce que j'appelle une femme puissante et solaire. Puissante car en 20 ans de carrière, elle n'a jamais renoncé une seule fois à ses convictions. Depuis le début, elle sait ce qu'elle veut. Être pionnière, transformer le monde grâce à la mode. Alors elle bouscule, elle est la première à lancer en France une entreprise d'insertion par la mode. La première à faire défiler des retraités ou encore des détenus à Fleury-Mérogis. La première à regrouper sous un même label des marques de créateurs aux vêtements sexy et désirables, mais aussi éthiques et responsables. Enfin, elle est solaire car elle est résolument tournée vers les autres. Si elle croit fermement en sa bonne étoile, vous verrez, elle ira également vous convaincre d'aller chercher la vôtre. Aujourd'hui, elle est certaine qu'un mouvement citoyen est en marche dans la mode. Comme dans l'alimentaire, il passera par nous, les consommateurs, ou plutôt les consommateurs. Nous qui serons de plus en plus soucieux de la traçabilité de nos vêtements, de leur fabrication et de leur impact sur la société et l'environnement. Malfringue ou malbouffe, pour Sakina, c'est le même combat. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager. Allez, Impact Positif, épisode 4, un diamant. Sakina Emsa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. Dans ce podcast, on aime les acteurs du changement, on aime les personnes puissantes par leurs actions, leur personnalité, leur raison d'être et les engagements qu'elles portent. Vous en faites partie, vous êtes styliste, créatrice de mode engagée. Vous essayez depuis 20 ans de promouvoir une mode plus éthique, plus responsable, sociale, mais désirable aussi. Vous avez créé la première entreprise d'insertion par la mode en France. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Front de Mode. C'est un concept, c'est un laboratoire, on va en parler tout à l'heure, de plusieurs marques. Vous avez votre boutique à Paris et vous avez mené beaucoup de projets. On va voir cela en détail avec votre parcours impressionnant. Mais tout d'abord, pour vous, le vêtement, c'est pas une fin en soi, j'ai l'impression, c'est plutôt un moyen. Si je résume, c'est un peu ça, l'histoire de votre carrière, de votre vie. Alors, le vêtement, c'est un prétexte parce que, moi, je suis née dans un univers de femmes et où, en Afrique, aux Comores plus particulièrement, on était beaucoup entre nous, entre femmes. Donc, l'habit, tout ça, c'était quelque chose mais qui comptait pour se distinguer, pour être différent, etc. Et en fait, j'ai décidé d'en faire vraiment un outil, un prétexte même. C'est-à-dire qu'on part d'un outil qui est complètement superficiel, mais avec lequel on peut dire, faire des choses profondes. Par exemple, quand j'ai commencé à dire allons dans les maisons de retraite pour habiller les mamies et les papis avec des trucs un peu funky qui éveillent vraiment le désir, parce que moi je crois que les désirs mènent à l'illumination. Et donc on est arrivé dans cette maison de retraite avec un truc complètement superficiel, mais on s'est retrouvé vraiment à voir des visages qui s'illuminent, des personnes mais qui retrouvent une autre manière d'avoir des projets de vie, etc. Ça paraissait complètement superficiel à la base, le vêtement. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça transforme son monde. Et pour moi, c'est important. Ouais, il y a une étincelle, quoi. Ah, il y a une étincelle. Et puis,
la mode, c'est quand même quelque chose qui raconte beaucoup, hein, qui transforme au niveau architectural. Vous vous rappelez, hein, ces robes paniers, au niveau du design, les fauteuils n'étaient plus les mêmes parce qu'il fallait avoir de quoi porter les corbeilles. La mode a raconté aussi l'enfermement de la femme, mais aussi son désir de liberté qui était très fort, Mm. qui a été porté à un moment donné aussi par des créatrices femmes, comme Gabrielle Chanel, qui tout d'un coup a aussi libéré, hein, cette espèce de femme un peu libre, ses trop droite, etc. Enfin, la mode raconte énormément de notre époque. Hmm. On va revenir au début, hein. Rien ne vous prédestinait finalement à entrer dans le milieu de la mode. Vous êtes d'origine comorienne, vous êtes né aux Comores, vous avez déménagé à Marseille. À l'âge de 7 ans, je crois que vous êtes arrivé avec votre famille. Vous venez d'un milieu plutôt modeste. Comment vous avez fait pour franchir les portes de ce milieu? Alors, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Moi, je crois en la vie. C'est vraiment, et je crois en ma bonne étoile. La première des choses, pour moi, ça a été toujours de suivre mon désir. Ça paraît un petit peu enfant gâté, un peu débile, mais je crois profondément à cette petite voix qu'il faut vraiment nourrir et écouter. Moi, ça s'est fait avec des rencontres. La première, c'est au collège, Marilyn Vigouroux, qui était donc la femme de l'ex-maire de Marseille, qui a ouvert l'espace mode, qui recevait Asdine Alaya comme président, Jean-Paul Goutte. Enfin, moi, à l'époque, ça me faisait rêver, tout ça. Et puis surtout, je regardais à l'époque Viviane Blassel à TF1 qui faisait C'est vrai, ça a été la voix de la mode. ça a été la Hein. voix de la mode, la Viviane, et que je salue parce que je l'aime trop, elle le sait. Et ça me faisait rêver, tout ça, ces toilettes, toutes ces histoires me faisaient rêver. Et puis, donc, la rencontre avec Marilyn a été une rencontre importante parce qu'elle m'a permis de faire une école de mode, parce que, bon, elle m'a fait passer un concours que j'ai gagné, et puis elle m'a aussi soutenue avec l'Institut de la mode. Et du coup, ça m'a permis vraiment de rencontrer la mode et surtout de confronter mon vrai désir, quoi, qui était que j'avais vraiment envie de faire de la mode. Et du coup, j'ai fait une école. Après l'école, j'ai eu de la chance. Moi, je parle beaucoup de cette notion de transformer le poison en élixir. J'ai eu de la chance parce que j'ai Le pas poison, trouvé... c'est-à-dire? Ben, par exemple, j'ai pas trouvé de stage, mais c'était la chance de ma vie, de ne pas, parce que ça m'a permis de ne pas rentrer dans le moule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, moi à l'époque, je venais d'arriver à Paris pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, parce que c'est trop long et complètement ubuesque. J'avais pas de papier, donc je pouvais pas avoir de stage. Mais en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'était la chance de ma vie, parce que tout d'un coup, je me suis dressée seule avec une force en me disant, je suis arrivée dans le 9-3, je suis allée voir la mairie, je suis allée voir les centres de quartier en disant, écoutez, moi j'ai du temps, je peux donner des cours de couture alors que je sortais de l'école, mais je ne voulais pas rester sans rien faire, c'était Hmm. pas possible. Et je pense que tout ça, ça m'a permis, à un moment donné, de monter ces ateliers et de rencontrer aussi le philosophe Jean Baudrillard qui m'a fait réfléchir et qui m'a dit que ça s'appelle les ateliers du tissu social. Donc on a monté les ateliers du tissu social en plein 9-3 et on s'est rendu compte qu'on était au cœur du monde, qu'on était là où les choses étaient en train, où le nouveau siècle Hmm. était en train de s'écrire avec cette jeunesse, avec ces gens complètement différents dont je faisais partie et qui avaient vraiment... Et que la mode pouvait devenir cette voix des sans-voix. Hmm. Et d'un coup, donc, j'ai monté ces ateliers à la place de mon stage et qui ont eu un succès incroyable où il y avait la queue pour s'inscrire. Alors au début, j'avais marqué ça atelier de couture. Ça n'a pas marché du tout. Et quand j'ai mis atelier de mode, j'avais la queue. Voilà. Donc du coup, la mode attire. Sauf que quand ils arrivaient là, eh bien, on réfléchissait. Eh bien, on réfléchissait à la première fois de ma vie où je réfléchissais à cette notion de traçabilité. C'est-à-dire, où est-ce que cette basket-là, parce qu'on avait pas mal de jeunes qui avaient leur basket avec les lots, les marques, etc. Mais qui l'a fabriqué? Comment c'était fabriqué? Dans quelles conditions c'était fabriqué? Et Hmm. ça, c'était passionnant. Et là, on est en 98. Ouais, parce que vous avez sauté du coup beaucoup d'étapes. Moi, je voulais juste revenir sur une petite anecdote que j'ai lue. Je voulais savoir si c'était vrai. J'ai lu que vous aviez confectionné votre première collection à 14 ans, c'est vrai? Absolument, mais justement, c'était avec Marie quand j'ai présenté un défilé au collège et où Marilyn Vigouroux, je l'ai invitée, donc la femme du maire de l'époque, qui débarque à mon défilé. Et j'ai fait ça avec des torchons, toiles cirées. Enfin, j'ai fait des agrafeuses parce que je savais pas coudre. Mais j'avais cette soif de créer qui était vraiment présente. Il fallait en faire quelque chose. Et du coup, j'ai fait ce premier défilé à ce moment-là, mais d'une liberté extraordinaire. Je pense pas que c'était
avait ce qu'il y avait de plus intéressant réellement au niveau du style et au niveau des finitions. Mais bon, c'est voilà. Et j'étais très reconnaissante, et je le suis encore aujourd'hui, à Marilyn, Mm. d'être venue, parce qu'elle était plus sérieuse que moi. Et elle est quand même venue, elle m'a pris au sérieux. Et puis c'était le débarrage d'une grande histoire d'amitié qui dure encore aujourd'hui. Et puis d'une longue carrière surtout. Après Marseille, donc direction Paris, vous l'avez dit, vous êtes allé en Seine-Saint-Denis. Après, vous irez aussi à la Goutte d'Or, on va en venir. Et vous conduisez donc ces ateliers de couture. Vous êtes à ce moment-là une styliste, mais vous êtes aussi un entrepreneur social finalement. Ah ben, absolument, je crois qu'un entrepreneur social, je ne mettais pas le mot à l'époque, parce que quand on a les mains dans le cambouis, on ne met pas les mots, Il y en a beaucoup qui forcément. s'ignorent aussi, Oh, ça c'est voilà, vrai. il y en a aussi qui s'ignorent. Et donc à l'époque, voilà, je ne mettais pas le nom. Mais effectivement, et ça se concrétise en 2008, quand je reçois l'agrément entreprise d'insertion. Mhm. Donc on est devenu une entreprise d'insertion, donc la première entreprise d'insertion par la couture à Paris. Et à ce moment-là, on a vraiment compris qu'on était des entrepreneurs sociaux, parce que effectivement, nous, ce qui nous intéressait, c'était de dire que le bien-être du salarié, c'est-à-dire où s'inquiéter. Vous savez, il y a des sociétés où ils ont des personnes mais qui dorment dehors, et ils s'en rendent compte peut-être 7 ans après, Mm. parce qu'il y a une tension sociale, qui fait qu'on n'ose pas, on a honte. Et bien nous, en fait, les gens, quand ils ont ces problématiques-là, nous, on va au-devant de ces problématiques pour justement être porteurs de solutions. Mm. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire à un moment donné, parce que vous êtes engagé depuis le début de votre carrière, on l'a entendu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire à un moment donné, moi je veux avoir un impact avec, à mon échelle, avec mon propre talent? C'est vraiment le mot, un impact à mon échelle, parce que déjà, je n'avais pas du tout cette notion de modèle économique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du bien. De réussir à ne pas être en déficit, de faire en sorte... Je ne voulais pas être une assos, parce que j'avais pas envie de passer du temps à gratter du papier pour avoir des Subventions. subventions, ou pour... Enfin bon, voilà, ça me paraissait compliqué. Donc, je me suis dit, il faut que je réussisse à faire en sorte que mon modèle ne perde pas d'argent, permettent aux gens de s'en sortir, et en même temps nous permettent de continuer encore longtemps. Et c'est ce qu'on a fait en fait jusqu'à Et aujourd'hui. justement, mais comment vous avez fait? Parce que ça paraît quand même fou pour resituer un peu. Donc, vos collections, elles sont fabriquées par des salariés en insertion. Vous vous servez de chutes de tissus de grandes maisons de couture. Ça s'appelle de l'upcycling, hein. Vous l'avez peut-être l'expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vous apportez de la valeur à des déchets. Vous embauchez aussi des chômeurs de longue durée. Vous les formez à votre métier d'excellence. Comment on mène tout ça de front? Comment on fait pour avoir un business model? J'imagine C'est ça n'a vrai pas que ça été fait un facile. peu peur, hein. Moi, je me rappelle que quand j'ai rencontré les élèves de l'ESSEC et de la charte la chaire entrepreneuriat social et solidaire de l'ESSEC, ils se disaient mais c'est too much, quoi. Et c'est vrai, ils n'avaient pas tort. Ça faisait beaucoup, d'un coup pour une seule entreprise. Mais je crois qu'on était un petit peu on était en train d'inventer des choses, et que nous, ce qui nous intéressait, c'était d'être des pionniers. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être pionnière, c'était d'inventer, c'était de bousculer le modèle, c'était d'innover. On en paye un prix, parce que le prix est très cher. C'est quoi le prix, par Le exemple? prix, par exemple, c'est que, effectivement, au niveau du chiffre d'affaires, on ne fait pas décoller le chiffre d'affaires, mais c'était pas, ça n'a jamais été notre objectif. Nous, aujourd'hui, on est très fiers, parce que en si peu d'années, en quelques années en tous les cas, avec peu de moyens, on a accompagné plus d'une trentaine de personnes à trouver un logement, à trouver un boulot, à se soigner aussi, parce qu'on avait des gens qui avaient des pathologies super compliquées. Et en plus, on n'était pas en déficit. Donc ça, c'est formidable. Et je crois que moi, j'ai été portée par cette phrase de Monsieur Saint-Laurent, qui disait que le plus difficile, c'est de durer. Et du jour, c'était le plus grand service qu'on m'a rendu dans ma vie, c'était d'avoir prononcé cette phrase. Et mon admiration sans borne pour Monsieur Saint-Laurent m'a permis vraiment, quand j'ai entendu cette phrase, de me dire, écoute, creuse ton petit trou, doucement, mais sûrement. Mais ce qu'il y a d'important, c'est quoi? C'est les hommes. Ce qu'il y a d'important, c'est l'individu. La mode se démode, la mode, c'est éphémère. Et là, il y a quelque chose de très important à faire, c'est de durer et de faire en sorte que les hommes et la vie des hommes soient grandes, belles et bienveillantes. Et ça, c'était important pour moi. Ça me permet aussi de dire une chose, c'est que la mode, c'est la beauté, la mode, c'est le désir. Et que nous, tout de suite, on s'est rendu compte qu'à travers de belles étoffes, puisqu'effectivement, on recycle des tissus, nos salariés en insertion étaient fiers.
Ils étaient fiers parce il y avait vraiment cette estime de soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut savoir qu'on a bouleversé beaucoup de choses à l'époque. L'insertion par l'activité économique, sans aucun jugement de valeur, parce que tout est digne. C'était souvent des métiers de ménage, de service, etc., etc. Mais tout d'un coup, là, on se retrouve dans un métier de beauté et où, effectivement, on est dans la beauté de la femme. Et tout d'un coup, ces femmes, elles levaient la tête. Il y avait cette dignité, cette idée de se dire, voilà, là, on touche de l'organza de soie. Tout de suite, ça transformait leur être. Elles étaient vraiment fières. Et l'insertion commençait par ça. L'insertion commençait par le sujet. Et ça, pour moi, ça a été une belle réponse et encourageante. Et surtout de dire une chose dans le modèle économique, parce qu'à un moment donné, il a fallu bien parler d'un modèle économique. Oui. Il fallait pas du tout, il fallait pas que ce soit misérabiliste. Il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit bien fini, il fallait que ce soit sexy, parce que la mode, encore une fois, c'est le désir. Et parce que le client, il va venir acheter une fois si on est gentil et qu'effectivement on fait un projet éthique, etc. Mais le plus important, c'est que le produit soit vraiment un beau produit. Si c'est un beau produit, eh ben, il reviendra, c'est-à-dire qu'on fidélisera. Et nous, on a décidé d'inverser la chose. Vous voyez, quand vous venez au magasin Front de Mode, c'est un concept store comme un autre. On ne se rend pas compte que c'est une entreprise d'insertion et que les salariés en insertion, mais ils sont une front. On les voit, c'est eux qui vous servent, etc. Et on n'a aucun problème avec ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire on va les mettre au stock, ils vont faire les cartons, Non, on estime qu'on est tous entre êtres humains et qu'on a un moment merveilleux à vivre ensemble, c'est de se transformer réellement les uns les autres à travers le boulot. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une pionnière, on peut le dire en France, avec ce créneau que vous avez développé. Il n'y a jamais eu de moment de découragement, de moment où vous vous êtes dit c'est trop compliqué, je vais rentrer, pas dans le moule, mais je vais rentrer dans un modèle plus classique? C'est une très belle question, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, des moments comme ça. Et puis, je l'ai fait malgré moi, par exemple, au niveau des défilés. Mais il fallait le faire avec intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le monde. Moi, j'ai été portée par cette phrase qui, malheureusement, a priori, est beaucoup récupérée par des jeunes d'extrême droite. Je pense que le pauvre Camus s'en retombe dans sa tombe. Mais bon, moi, je l'adore, cette phrase. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est encore plus grande. Elle consiste à faire en sorte que le monde ne se défasse. Et je trouve que c'est vraiment important, en tout cas pour moi, parce que tout d'un coup, on se retrouve face à un moment de vie où on peut peut-être changer les choses progressivement et se dire aujourd'hui, le défilé de mode, en général, on prend des mannequins d'1,80 m. Moi, quand j'étais en Seine-Saint-Denis et que je faisais mes défilés, j'avais les mamas avec tous les corps, des gros, des maigres, des grands, des petits. C'était un bouleversement incroyable. Et arrivé à Paris, mon attaché de presse qui me dit « Mais attendez, les mannequins, on les prend à l'agence machine, il faut qu'elles soient comme ci et comme ça. » Alors là, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais quoi ?» Mais j'ai réfléchi. Et là, j'étais obligée d'être dans la transformation. Et j'ai mélangé. Je me suis dit, on va mélanger. Je veux dire qu'à un moment donné, moi je suis bouddhiste et je crois beaucoup à la voie du milieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je trouve que si je faisais un défilé qu'avec des gens d'1,80 m, c'est pas ça la vie, c'est pas ça le monde. Ou si je faisais avec les personnes avec lesquelles je travaille d'habitude, c'est pas ça non plus aussi. Et ce qui est important, c'est le mélange. Ce qui est important, le vrai impact finalement, c'est d'accepter la différence de l'autre, de se mélanger, de s'aimer même pendant 10 secondes sur un podium ou dans une cabine et de s'accepter tel qu'on est. Et ça, pour moi, ça a été... moi, en fait, je trouve que ce métier, je pense qu'au début, quand j'ai commencé à le faire, parce que j'étais avec des copains qui faisaient du théâtre, qui étaient des intellectuels, etc., qui prenaient ça comme étant un truc complètement superficiel. Et moi, je peux dire, c'est vraiment quelque chose qui m'a transformée en tant qu'être humain. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Jean Baudrillard. Comment on en vient à rencontrer un philosophe quand on fait de la mode ?
Alors, d'abord, moi, ce qui a transformé ma vie aussi, c'était la lecture, hein. J'ai appris à lire. Je suis arrivée des Comores, je savais ni lire ni écrire. Je savais lire l'arabe, etc. Et j'ai dû apprendre à lire en 1 an. Parce que je bouquinais énormément. Et je bouquinais, je prenais les livres à 20 centimes du marché aux voleurs du quartier où je vivais. Et donc, je découvrais William Reich, mais je ne savais même pas qui c'était. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il disait. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose de formidable. C'était que moi, j'avais appris à lire l'arabe, mais je ne comprenais pas ce que je lisais, parce que je ne comprenais pas l'arabe. Mais là, comme je comprenais le français et que je lisais des bouquins, que je comprenais à peu près, j'avais ce sentiment d'un univers qui s'ouvrait entier et que tout était possible. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tout d'un coup, il y a les images dans la tête qui s'ouvrent et tout d'un coup, on se rend compte que voilà, on a un petit film dans la tête. Et moi, c'était un émerveillement extraordinaire. Et donc, du coup, je lisais beaucoup. Et la rencontre avec Jean, elle a été d'abord avec Marine, sa femme, qui est quand même assez étonnante. Et puis en fait, quand on rencontre Marine, on rencontre Jean. Et puis Jean est venu très vite dans mes défilés. Avant chaque défilé, par exemple, il venait, j'avais pas Madonna au premier rang, ni des super, mais j'avais Baudrillard. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas Madonna, mais Baudrillard, c'est pas mal aussi. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était vachement nourrissant. Et surtout, je me souviendrai toujours, les moments les plus sympas avec Jean, c'était le débrief. C'est-à-dire après le défilé. Alors lui, il me faisait pas de cadeaux. Donc ils avaient une maison de campagne dans un moulin à Compiègne. Et je partais avec eux après le défilé à la campagne. Et là, il me cassait. Mais c'était horrible. Il vous faisait son débrief. Il me faisait son débrief. Et le débrief, mais il était à la fois cinglant, drôle, et en même temps tellement vrai, quoi. Mais Jean, enfin, vous savez, hein, il a une pensée qui est puissante et qui ne fait pas de cadeau non plus à la société. Hein. Il a une réflexion très forte. Et c'est lui, par exemple, qui un jour m'a dit, écoute, Sakina, maintenant, ça sert plus à rien tes défilés à Paris. Il faut que tu reviennes sur ce que tu faisais avant. Et c'est ce qui m'a permis finalement de me battre pour avoir un local à Barbès, pour retrouver un petit peu ce que moi j'avais quand j'étais dans le 93. C'est parce que ça me nourrissait profondément. Et ça, c'était vraiment grâce à Jean. Vous avez dit aussi, on est plus créatif quand on est limité. C'est un peu un concept qui a été aussi inventé par une entrepreneure sociale américaine, c'est Nancy Lublin. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Power of Zero, le pouvoir de commencer de zéro. Ce qu'elle dit, c'est que quand on n'a pas d'argent, on est plus créatif. Vous êtes d'accord ? Complètement. Et puis, surtout, moi je dirais, on n'a rien à perdre, en fait. Quand on a de l'argent, on a de l'argent à perdre, donc on est beaucoup plus... voilà. Mais moi, j'aime beaucoup cette notion... j'ai été portée énormément par les poètes, Rimbaud, Verlaine, enfin, ces espèces d'êtres où ils donnaient tout, hein, leur tripes, etc. Parfois, leur vie, enfin, dans des trucs un peu délirants, hein, enfin, bon, voilà. Et moi, pour moi, c'était les héros. Pour moi, c'était mes héros, en fait. Et je pense que quand on part de zéro, on part d'une feuille blanche et c'est plus excitant. C'est beaucoup plus compliqué au final quand on a tout, parce que ça implique aussi d'avoir des comptes à rendre, etc. Mais moi, je trouve avec le temps, c'est quand même pas si mal non plus d'avoir un petit peu de moyens quand même. Et c'est pas mal aussi d'avoir des comptes à rendre parce que ça fait grandir. Et ça permet d'avancer. Et ça permet d'avancer. Aujourd'hui, vous avez plusieurs marques, hein, dont Sakina M'sa. Vous la définissez comme une marque durable, désirable, graphique et moderne. Elle est destinée à des femmes porteuses de sens. Et vous avez aussi ajouté dans une interview, je crois profondément que c'est la femme qui change la société. Expliquez-nous. Complètement. Enfin, moi, je parlais de l'Afrique tout à l'heure, quoi. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est comment les femmes, on mange entre nous. Les hommes, elles mangent dans le salon. Non, mais vous imaginez quand même. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, je trouvais ça normal, mais aujourd'hui, ça me révolte. Et cette image... Et au final, moi, je pense que ma mère, elle était, parce que, voilà, quand elle avait 20 ans, 30 ans, mais profondément moderne. Parce qu'en fait, ce qu'elle me disait, moi, ce qu'elle me donnait comme image, hein, ce qu'elle me racontait, moi, à sa fille, c'était, écoute, les mecs, tu les laisses parler, ils font les coqs. Mais finalement, c'est nous qui faisons avancer le truc. On leur dit oui, ils sont contents,
ils ont l'impression d'être devant, mais pendant ce temps, mais c'est nous qui faisons avancer Et c'est le nous qui schmilblick. tirons les ficelles. C'est nous qui tirons les ficelles. Mm. Et en fait, elle n'a pas tort. Je me rappellerai toujours, j'avais croisé le professeur Younous, prix Nobel de la paix, et lui, il disait, mais moi, Sakina, ce qui m'a vraiment amené à faire le microcrédit et aller jusqu'au bout, c'était les femmes. Parce que les femmes, elles remboursent. Les mecs, ils sont dans le court-termisme, etc. Pardonnez-moi, les garçons, hein, c'est pas du tout... voilà. Et je pense que la femme, elle a cette histoire de... Comment dirais-je moi, ce qui me fascine en elle, c'est cette notion de ne pas y toucher. Mais finalement de faire avancer. Moi, ma mère, elle n'en touchait pas du tout. C'est pas elle qu'on venait consulter, on consultait mon père. Mais au final, c'est elle qui faisait en sorte que la famille entière avançait. Et ça, moi, ça m'a toujours fascinée. Et j'ai ce sentiment que la femme, elle a cette force-là. Même dans l'entreprise, moi, je n'ai qu'un regret aujourd'hui. Je déteste les quotas. J'ai toujours été contre les quotas, sauf que je le suis devenue maintenant. Mhm. Parce que je trouve que quand on n'en met pas, au final, il y a peu de femmes qui accèdent aux postes de responsabilité. Il faut un peu forcer le trait. Mais il faut forcer le trait. On est obligé de... Moi, j'ai plein de potes, plein de copains qui me disent, mais tu as raison, mais faisons, on a besoin de ça. Et on est obligé de le faire aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis pour les quotas. J'ai sorti une collection de sweats et t-shirts qui s'appelle Wonder Womanist. Et moi, je pense vraiment à ce power de cette femme, mais qui inclut les hommes. C'est-à-dire que, moi j'adore les mecs déjà, et je trouve... la lutte, elle se fait ensemble en fait. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans une entreprise, on ne peut pas avancer avec que des mecs, et dans une entreprise, on ne peut pas avancer qu'avec des nanas. À un moment donné, il faut avoir l'intelligence de se dire qu'on est complémentaires. Alors, je reviens juste sur votre t-shirt, Wonder Womanist. D'ailleurs, si on l'achète, on fait une bonne action, on revend, on redonne Absolument. 4 € à une ONG. Voilà, exactement, un plan international. Alors, au-delà de vos activités de styliste, vous avez aussi organisé beaucoup d'événements, avec toujours le souci de mettre en valeur celles et ceux qui ne le sont pas dans la société. Vous en avez déjà parlé. Et je pense notamment à vos défilés que vous avez organisés à la maison d'arrêt de femmes de Fleury-Mérogis. Vous avez fait régulièrement un défilé des détenus, qui ont parfois même créé leurs vêtements. Alors, j'imagine que ça a été un projet de longue haleine. Qu'est-ce que vous en retenez ? Ça a commencé en 2009-2010 et vous avez réalisé votre dernier défilé l'année dernière. Ah non, mais ça a été un moment... d'abord, c'est le commencement. Moi, je me rappelle, il y avait je crois que c'était une télé qui s'appelait la MAF, une télé à la MAF, la Maison d'arrêt des femmes, pardon, de Fleury, et elles interviewent plusieurs personnalités comme ça. Voilà, je crois qu'elles avaient l'habitude de recevoir des sublimissimes actrices comme Nathalie Baye, enfin des femmes extraordinaires, et des hommes aussi. Je crois que Jamel y allait beaucoup, etc. Et en fait, un jour, je reçois un coup de fil. On me dit, voilà, venez en prison. Vous avez été plébiscité par ce groupe de femmes. Et en fait, j'arrive là et je rencontre un groupe de femmes qui avaient peut-être vu un petit article que j'avais eu dans Libé pendant cette période après la Fashion Week et qui dit, voilà, nous, on s'identifie à vous. Et là, ça m'a vachement touchée. Donc, on a vu vous chercher finalement. Voilà. Et donc, elle m'interviewe. Alors déjà, j'ai trouvé d'une intelligence les questions. C'était mais hyper fort. Donc, l'interview se passe très bien, avec une pertinence. Enfin, elles m'ont pas fait que des cadeaux, mais c'était génial. Enfin, bon, voilà. Et à la fin, on boit un petit verre, des petits biscuits, blablabla. Et je leur dis, mais quel est votre rêve ? Et là, elle hurle de rire en se moquant de moi, en me disant, mais tu te fous de notre gueule, mais comment ? Mais t'as vu où on est là ? T'as vu où tu es venu nous voir ? Comment tu peux nous parler de... C'est quoi votre rêve ? Ben, je dis, bah ouais, il faut rêver. Je redonne l'exemple des 9 mètres carrés de Mandela et qui a transformé le monde. Et je dis, mais arrêtez, c'est pas possible. Même si vous êtes là à perpétuité, où on a tous un rêve. Il faut que vous ayez des projets. Il faut que vous ayez un rêve, plusieurs s'il le faut. Il n'y a pas de rêve non digne. Tout est digne, même si vous êtes en prison. C'était compliqué parce que ça a été une vraie bataille. Et à la fin, je crois qu'elles se sont calmées parce qu'elles étaient en train de me chauffer un petit peu, etc. Et à la fin, il y a eu le calme. Et puis, il y en a une qui a commencé à dire, il faudrait un défilé de mode. Et puis, toutes elles ont dit, ouais, ce serait super. Et là, on a mis 1 an à convaincre l'administration pénitentiaire. On a fait le premier défilé au bout d'1 an, 1 an et demi. Et puis, en fait, ça s'est tellement bien passé qu'on fait ça tous les ans.
Toutes les années Toutes à les années à Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis. C'est la Fashion Week à Fleury. Et donc, et certaines créent même leurs propres vêtements. Ah mais oui, c'est le principe. Hein, Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était que le vêtement soit un outil d'insertion pour ces femmes et de confiance, d'estime de soi, de reprise de confiance. Et évidemment, elles créaient leurs vêtements qu'elles portaient sur le défilé. De cette expérience, vous allez même tirer un documentaire, je crois, qui va sortir prochainement. Ah oui, j'ai eu la chance de rencontrer un super producteur. Mon film a été produit par Agathe et va sortir sur France Télé. C'est en 68 minutes. C'est un format un peu particulier. Voilà, et on peut plonger dans cette expérience et vous suivre aux côtés de ces détenus. 2002, donc vous avez fondé votre maison de couture, votre entreprise d'insertion, vous en avez parlé, puis vous avez continué jusqu'en 2015. Et là, vous avez créé votre premier magasin laboratoire, c'est Front de Mode. C'est un concept store, un label. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, ça a été un défi, d'abord. C'était un défi parce que ça faisait des années que je rencontrais des potes créateurs qui n'arrivaient pas à trouver de point de vente et qui avaient un talent extraordinaire. On avait pas mal de points de vente qui fermaient. Malheureusement, on a eu Colette qui a fermé d'ailleurs l'année dernière. Mais il y en avait déjà beaucoup qui avaient fermé. Et puis surtout, je rencontrais beaucoup d'acheteurs de grands magasins, de multimarques, je leur disais, mais écoutez, mais il faut vraiment soutenir cette mode durable. C'est vraiment... moi, je pense que c'est le sujet du siècle. Il faut vraiment aller vers là. Et ils me disaient, ben non, ça n'existe pas. Et puis, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de marque. Puis quand on en rencontre, c'est pas sexy, etc. Et là, je me suis dit, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, mais il faut y aller, il faut chercher. Enfin bon, voilà. Et au final, je me suis dit, je vais le faire moi. Et je vais lier les deux, c'est-à-dire... parce que vous n'arrivez pas à convaincre finalement ces gens qui sont censés être à la pointe de ce qui se fait, là, à la pointe de la tendance, à la pointe des envies. Ces gens-là n'avaient pas encore idée de peut-être que ça pourrait intéresser aussi les consommateurs. Mais justement, c'est ça. Mais je crois que c'est très compliqué. C'est-à-dire que ces personnes étaient enfermées dans une entreprise qui demandait d'abord des chiffres, mais qui n'étaient pas en train de comprendre que le monde était en train de changer sous leurs yeux et que les consommateurs, eux, étaient déjà prêts. Et c'est ça qui était très compliqué, parce que moi, je les comprends. À un moment donné, ces acheteurs étaient perdus. Ils se disaient, de toute façon, moi, on me dit qu'il faut que je fasse tant de chiffres à la fin de la saison. Et si je ne les fais pas, ben, j'ai plus de boulot. Voilà, il n'y a pas de cadeau. Et voilà. Et c'est là où moi, je me suis dit, nous, on est un laboratoire. On veut l'être. Et du coup, j'ai monté ce front de mode et où l'idée était de diffuser des créateurs qui répondent au moins à un des 3 piliers du développement durable, environnemental, économique et social, parce que les 3, c'est compliqué. Si on arrivait, il y en a très peu qui répondent réellement et sérieusement aux 3. Donc moi, je suis vraiment dans cette politique de dire, tu fais peu, mais tu fais bien. Et ça, c'était vraiment notre objectif. C'était de dire, il faut que les gens s'investissent de ces 3 piliers, mais qu'ils en prennent un et qu'ils se disent à objectif, je ne sais pas moi, 2022, 2030, et on aura les 3. Et que nous, on signe vraiment un pacte avec eux, qu'il y a un manifeste, qu'ils signent, etc., etc. Et donc, on a monté ce projet avec au démarrage, une 40aine de marques, mode, femmes, lifestyle, etc., etc., et hommes. Et là, aujourd'hui, on est à une 60aine. On a une liste d'attente incroyable. Et, des marques qui veulent vous rejoindre. Qui veulent nous rejoindre. Mais aujourd'hui, on en a plein des marques qui font maintenant du développement durable. Et on a des magasins et on est très contents qui veulent s'ouvrir pour faire du développement durable. On a aussi des grands magasins qui commencent à s'y mettre et qui ne voulaient pas s'y mettre à l'époque. Voilà. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment très important tout ça. Donc, c'est plus ringard, c'est plus considéré comme pas sexy de faire de la mode éthique responsable ? Alors, d'abord, mea culpa. Moi, je pense qu'effectivement, c'était ringard et pas sexy. Il y avait... voilà, il faut balayer... il faut regarder la réalité en face. Il y en avait très peu des marques qui étaient vraiment qui avaient fait... par exemple, moi, la chance que nous, on a eue, c'est que nous, on a fait une école de mode. On vient de la mode, à la base. Voilà. Et là, les marques qu'on avait dans cette génération, cette première génération, c'était des marques qui avaient envie d'aider des communautés, mais qui ne savaient pas ce que c'est que le style, qui ne savaient pas ce que c'est que la mode. Mais ils l'ont fait quand même. Et moi, je leur tire mon chapeau quand même. Mais à un moment donné, il a fallu
rentrer, c'est-à-dire des gens comme nous, d'aller voir certaines marques, de dire écoutez, il faudrait peut-être travailler de cette manière, ou d'avoir une direction artistique autre, ou de faire intervenir un créateur, etc., etc. Parce que ça servait le mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne fallait pas desservir le mouvement, parce que la mode va très vite, se démode très vite, et quand on part déjà avec un truc démodé, ben, ça se démode encore plus vite. Voilà. Donc c'était, pour nous en tout cas, c'était un combat qui était assez puissant et long. Alors, entre-temps, il y a eu un événement considérable, le 24 avril 2013. C'est le drame du Rana Plaza au Bangladesh. Tout le monde s'en souvient, ça a marqué les esprits. 1133 personnes, des ouvriers du textile qui décèdent dans l'effondrement du bâtiment. Plus de 2500 qui sont blessés. Est-ce que c'est une date fondatrice pour vous? Est-ce que pour vous, c'est un tournant aussi, ce drame? Alors, vous avez raison de dire que c'était un drame considérable, hein. C'était affreux, vraiment affreux. Alors, pour nous, acteurs de la mode éthique, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire depuis des années, etc. On était simplement tous meurtris de voir qu'il a fallu ça. Il a fallu la mort de plus de 1500 personnes pour qu'au niveau international, il y ait des gens qui se posent des questions. Et ça, c'est lamentable, c'est pas possible. Mais bon, on en est là. Mais du coup, on a décidé, nous et d'autres, d'en créer un mouvement international auquel participent énormément d'acteurs de la mode éthique, mais aussi des personnes qui ne font pas du tout de mode éthique et qui rejoignent le mouvement. Le Rana Plaza, donc, c'est ce bâtiment qui est tombé avec plus de 1500 salariés au Bangladesh qui sont morts ensevelis. Moi, je me souviendrai toujours, je suis partie 4 mois après, quand il y a eu ça, j'ai réussi à trouver, parce que je voulais vraiment aller donner de ma personne, je ne sais pas quoi, et je suis partie, en fait. J'ai réussi à partir et à monter des ateliers là-bas, avec les femmes, avec des marques aussi, et d'écouter, d'être à l'écoute. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'était faites attention à une chose, vous là-bas, parce qu'effectivement, il y avait cette mode, mais qui était même portée par des acteurs de la mode éthique, hein, qui était de dire, oui, il ne faut pas fabriquer au Bangladesh, c'est mal, c'est bad, etc. Mais non. Il faut fabriquer autrement. Il faut fabriquer autrement. Et nous, ces femmes, elles me disaient, en tout cas, qui disaient, voilà, nous, on habite Savare, on a eu de la chance, soit on n'était pas là, mais il y a d'autres usines qui sont comme ça. Mais si vous nous abandonnez, en disant qu'il ne faut pas fabriquer au Bangladesh et en nous donnant une réputation de mauvaise fabrication parce que c'est made in Bangladesh. Non mais c'est pas comment dire, c'est pas bienveillant, c'est pas ça la mode éthique aussi. Et vraiment on a dû convaincre aussi des acteurs de la mode éthique de transformer ça. Et en tous les cas aujourd'hui le mouvement est international, 92 pays et territoires. Et beaucoup... Oui, ça s'appelle la Fashion Revolution. Hein, c'est la ça. Fashion Revolution. Après, il y a eu ce mouvement qui s'est créé. Et donc, c'est un peu, voilà, il y a la Fashion Week et il y a la Fashion Revolution aussi. Tous les 24 avril. Voilà, et dans plus de 90 pays, hein, c'est ça? Absolument. De plus en plus de grandes marques, hein, depuis, elles essayent un peu de nettoyer leurs images en lançant des filières bio, plus responsables. Je pense notamment des grandes chaînes, hein, comme H&M, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, écoutez, après, moi, je pense qu'il n'y a pas de petits gains pour nous, dans notre activisme. Il n'y a pas de petits gains. Il faut rester prudent. Il faut se calmer aussi parce que personne n'a le monopole du bien. Moi, aujourd'hui, j'encourage beaucoup quand H&M se met à faire d'autres pratiques. De toute façon, que ce soit H&M ou d'autres groupes, on n'est pas dupes. On sait que de faire bouger un mammouth, c'est pas évident, que c'est pas du jour au lendemain que ça va être 100% machin. Et il faut faire gaffe à ça aussi, à cette espèce d'activisme un peu, qui ne sert pas vraiment à la cause. Moi, je crois vraiment qu'il faut bien suivre des chaînes comme H&M, par exemple. Quand elles disent, voilà, on a fait ça, mais de vraiment vérifier que ça a été bien fait, de vraiment vérifier que ça va être encore suivi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Et de distribuer, de dire vraiment bravo, et de féliciter, et de dire, mais il faut continuer, quoi. Et je ne suis pas pour
Moi, je me souviendrai toujours, quand on a ouvert le front de mode, on avait fait venir quelqu'un d'un grand groupe de luxe, etc. Et dans les réseaux sociaux, j'avais pacté avec le diable. Oui. Mais non, c'est moi, à un moment donné, je trouve que c'est important. Moi, je gagne quand j'arrive à toucher des grands groupes et à leur dire, mais vous pouvez le faire. Parce que quelque part, si on est tout petits acteurs comme ça, eh ben, on ne fera pas changer le monde. Mais on change le monde avec les petits acteurs qui s'unissent avec les grands acteurs, mais pas en étant dupes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là où il faut faire gaffe. C'est là où moi, je dis aussi à la nouvelle génération aussi, de faire attention. C'est-à-dire de se dire, on n'est pas achetable. Voilà, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, est-ce que ces grands groupes ou des grandes marques viennent vous voir, viennent frapper à votre porte en étant un peu curieux, en essayant un peu d'avoir des conseils, de voir un peu comment eux, ils peuvent se transformer éventuellement? Par exemple, nous, on avait beaucoup suivi le groupe Galeries Lafayette quand ils ont monté le projet Fashion Integrity. Voilà, ils sont venus nous voir. Nous, on était là. On trouve ça vachement intéressant. On a des groupes comme Kering, par exemple, qui sont vraiment formidables, hein, qui font un vrai travail. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, hein, au niveau impact aujourd'hui, il y a une vraie décision du CEO, hein, de François-Henri Pinault, qui est de faire. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le voir encore il y a un mois, de discuter avec lui. Donc, moi, je trouve intéressant. Après, il ne faut pas être dupe, mais je trouve ça intéressant que des mecs, des CEO de son niveau reçoivent, prennent le temps d'écouter et de faire agir dans le groupe. Et il y en a de plus en plus comme ça, pas tous. Il y en a avec lesquels c'est encore très compliqué. Il y en a pour lesquels j'ai ce sentiment qu'on est comme il y a 15 ans et qui nous disent « Ah, mais de toute façon... mais non, c'est pas possible. Mais qu'ils le disent encore, alors que là, en fait, le monde de demain, il est là déjà. Oui. On va revenir à vous. Donc vous avez votre boutique, on l'a dit, dans le 3e arrondissement. Vous n'avez plus celle de la Goutte d'Or. Vous avez quitté la Goutte d'Or. Pourquoi ? Alors, j'ai quitté la Goutte d'Or pour 2 raisons. La première, c'est les allers-retours qui étaient complètement... En fait, j'avais mon atelier à la Goutte d'Or et une boutique. Et en fait, je faisais énormément d'allers-retours au front de mode et c'était vraiment impossible. Voilà, physiquement, c'était impossible. Et puis la deuxième, c'était aussi par rapport au modèle économique, parce que le fait de ne... Mon équipe m'a fait comprendre, et j'en étais très touchée, qu'ils avaient besoin de mon énergie sur les lieux du projet qui était en développement, plutôt que mon énergie soit ailleurs, voilà, et que ça les motivait, voilà. Et donc du coup je l'ai fait. Il n'y a pas de regret d'avoir quitté ce quartier qui est un quartier historique, un quartier très particulier à Paris, très mélangé. C'est douloureux, ça a été douloureux pour moi, très sincèrement. Et en même temps, on a réussi à en faire un truc. Hein. Vous savez, il y a la coopérative de la Goutte d'Or à laquelle je participe depuis le début. Et ben, mon atelier est devenu le lieu où s'est installée la coopérative de la Goutte d'Or. Et on a vraiment travaillé à ça. Donc du coup, nous, on continue toujours à produire dans cet atelier avec la coopérative. Ce qui fait qu'au final, j'ai réussi à garder pour pouvoir y aller de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce que vous dites aux consommateurs qui ont envie d'acheter plus responsable, qui ont envie, qui se tracassent un peu aussi pour tout ça? Est-ce que c'est plus cher d'acheter des vêtements éthiques et responsables, ou est-ce qu'ils y gagnent sur le long terme? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces consommateurs? Moi, j'ai envie de leur dire que c'est facile, vraiment, qu'on peut vraiment trouver des choses vraiment pas chères aussi. Et que c'est aussi facile, parce que jusqu'à présent, on a ce sentiment que c'est compliqué, on a ce sentiment... Enfin, il y a plein d'acteurs de la mode éthique dans Paris, alors, et aussi dans certaines régions, mais surtout, parce que je peux comprendre, parce que l'autre jour, je discutais avec quelqu'un, il disait, oui, mais moi, je suis dans telle ville de province, il y a Internet.
aujourd'hui. Sur Internet, on a cette possibilité. Par exemple, nous, dans notre site, on a ouvert un site il n'y a pas longtemps, frondmode.com, et où on a fait en sorte que les personnes puissent avoir la liberté de commander et de renvoyer si ça leur va pas. Je parle du vêtement, parce que les objets, les accessoires, c'est beaucoup plus facile en fait, hein, à part les chaussures bien évidemment, parce qu'il y a du sizing, mais un sac, machin, etc. Enfin bon bref, en tous les cas, on donne cette possibilité-là, et surtout nous, je ne citerai pas de marque, mais on a fait un vrai benchmark avant d'ouvrir le front de mode. Et on s'est rendu compte, alors il faut savoir que on a ouvert un espace où on peut avoir on peut acheter des produits à moins de 200 euros, c'est-à-dire qui partent de 3 à 200 euros, voilà, et à plus. Et ça a été vraiment quelque chose qui était très important pour moi parce que j'avais besoin de créer ce magasin démocratique. Et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui se mélangent, comme à Barbès. Pour moi, c'est très important. Et donc, du coup, voilà, on rentre, mais on peut repartir toujours avec quelque chose dans cette expérience client. Donc, et nous, on a travaillé à faire en sorte de rencontrer des marques, que ce soit du prêt-à-porter ou des accessoires, qui répondent à des prix assez abordables. Mais par exemple, aujourd'hui, quand vous allez chez d'autres qui ne sont pas du tout dans le développement durable, on peut en trouver, mais dans les mêmes prix. Et moi, je vous invite à venir au Front de Mode, ou ailleurs, hein, et à rencontrer nos vendeurs, hein, qui sont des vendeurs formidables, qui vous raconteront comment c'est produit, etc. Ouais, parce que, et le prix. Vous n'avez pas lâché surtout vos convictions du début, c'est-à-dire que c'est toujours... vos tissus proviennent toujours de chutes de tissus de grande maison de couture, vous travaillez toujours avec des salariés en insertion, vous travaillez toujours avec des chômeurs longue durée, vous n'avez pas changé? Du tout. On a la chance d'avoir, par exemple, nous, nos vêtements, des marques propres, hein, Sakina Amsa et Blue Line, qui sont réalisés avec des tissus qu'on récupère de la maison Kering. On a eu cette chance-là avec cette maison. Et en plus, d'autres marques qui, eux, par exemple, fabriquent dans des centres d'aide par le travail, font les packaging par des femmes en prison, etc., etc. Donc, ils répondent au moins à un des 3 piliers du développement durable. Et les vêtements sont portables, sexy, surtout. L'idée, c'est que ce soit vraiment tendance et qu'on ait envie de les porter. Vous pensez aussi beaucoup à l'éveil des consciences, c'est-à-dire que vous comptez aussi surtout sur l'éveil des consciences. Ce sont les consommateurs, selon vous, qui doivent surtout réfléchir à ce qu'ils achètent et à quel prix. On voit que c'est un mouvement qui est assez fort dans l'alimentation, que de plus en plus on a envie effectivement de rémunérer le producteur au juste prix. On a accueilli d'ailleurs Nicolas Chaban il y a quelques mois sur ce podcast qui nous a expliqué tout ça. Il y a un vrai mouvement qui fait peur d'ailleurs aux grandes surfaces, qui fait peur aux grandes marques. Est-ce que vous pensez que dans la mode, ça peut suivre ce chemin, ça peut passer par l'éveil des consommateurs? Mais bien sûr, on y est déjà. Hein, on y est déjà. Je vous disais, donc j'avais fait une petite tribune dans Le Monde où c'était malbouffe, malfringue, même combat. Il y a quelques années, qui aurait pensé qu'on ne ferait pas un pas dans Paris sans rencontrer un magasin bio? Qui aurait pensé ça il y a quelques années? Quand il y a eu les nouveaux Robinson, quand il y a eu la Vie Claire dans les années 70, 80, etc. Qui aurait pensé ça aujourd'hui? Eh bien si. Ces pionniers-là ont donné, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus consommer comme avant. Et moi, je pense qu'au niveau des vêtements, c'est pareil. Aujourd'hui, une des questions qui est très importante, c'est la traçabilité, sur laquelle nous, on travaille, parce qu'on a face à nous des consommateurs citoyens. Et c'est aussi, vous allez voir, on va en parler de plus en plus sur cet aspect santé. Et ça, c'est très important. Nous, on se remet en cause beaucoup sur notre modèle, parce que, voilà, comment les teintures, etc., sur toute la chaîne. Et ça, vous allez voir, dans les 10-15 ans, ça va être le vrai combat par rapport à la mode. Front de mode, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera quoi? Front de mode, dans 5 ans, dans 10 ans. Écoutez, on est en train de travailler sur une levée de fonds. Puisqu'on est dans un pacte positif. Aujourd'hui, on est content parce qu'on a réussi à lever pas mal de choses au niveau de l'entreprise, et on veut monter d'autres fronts de mode. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes dans pas mal d'endroits qui ont envie d'en monter un. Et donc, on pense... Vous voulez s'aimer un peu on veut s'aimer. En France, à l'international?
Pour l'instant en France, on a eu une demande à l'international, mais on est en train de vérifier pas mal de choses. Mais pour l'instant, essaimer en France. Et donc, la première étape, c'est de réussir cette levée de fonds, de vraiment trouver les bons acteurs qui vont nous accompagner avec intelligence au niveau du modèle économique, parce que là maintenant on parle de business plan, et évidemment de soutenir les bonnes personnes, parce que l'idée est aussi de soutenir des personnes qui veulent vraiment ouvrir ces fronts de mode. Et avec Front de Mode, est-ce que vous avez trouvé un modèle? Aujourd'hui, on a d'abord, moi je crois que ce qui font qu'un projet marche, ce sont les hommes. Et donc on a une super équipe déjà, on a une très bonne équipe, motivée, solide, etc. Et qui font qu'en fait, pour l'instant, on est super content parce que on s'est mis dans un endroit qui n'est pas forcément l'endroit le plus passant, mais où des gens viennent et où on se C'est voit un quartier assez sympathique, un quartier plutôt oui, assez chic de Paris. très sympathique, mais il faut avoir la réalité en face. On est dans une toute petite rue, voilà. Mais on est content parce que le chiffre monte et ça, c'est au quotidien. Hein. C'est très intéressant, la vie de commerçant. Sakina M'sa, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview déclic. C'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir eu au début de votre carrière, ou que vous avez eu d'ailleurs? Ça aurait été que je savais que tout était possible. Mais il fallait vraiment, j'aurais bien voulu qu'on me dise que tout dépendait de toi et qu'il fallait te faire encore plus confiance. Vous n'aviez pas assez confiance en vous. Pourtant, quand on vous écoute, on a l'impression quand même que vous allez escalader des montagnes. Voilà. Mais je l'ai travaillé, ça, la confiance. Donc moi, si je dois conseiller à des personnes, c'est tout est possible. Et franchement, vous êtes les meilleurs acteurs du changement. Et que vous ayez confiance en vous parce que tout démarre de vous. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir, ou que vous avez eu aussi? Alors, il y en a eu, mais tellement. Alors, c'est difficile de choisir, mais il va falloir... je me lance. Je vais choisir. Alors, c'est plutôt politique. C'est Louise Michel. Je trouve que c'était une femme assez étonnante. Qui a bouleversé beaucoup de choses et qui a fait preuve de beaucoup de courage et qui a inspiré énormément de femmes mais qui ont fait de la mode, qui ont fait de la recherche, qui ont fait d'autres choses. Mais j'aimais beaucoup, je parle d'elle parce que elle a ce truc où moi je trouve que c'est important d'inspirer le plus de personnes possible et pas que dans son propre créneau. Puis Simone Veil. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si mon père ne m'avait pas n'avait pas été aussi dur avec moi en fait. C'est terrible à dire. J'ai eu avec mon père un jour j'ai eu le déclic parce que j'étais donc née musulmane, élevée sous les lois de la charia, je ne comprenais pas ce que je lisais et un jour j'ai découvert la traduction du Coran sur la canebière, je suis de Marseille et je suis allée demander 10 francs à mon père et là il m'a laté par terre. Et c'était génial, en fait, parce que je me suis rendu compte, grâce à ça, j'ai changé ma vie et je me suis dit, mais plus jamais ça. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, en remettant en question beaucoup de choses, en relisant, en apprenant, etc. Ce qui n'empêche que je trouve qu'il y a des choses très belles aussi dans l'islam. Faut pas, tout est bien dans l'islam, dans le judaïsme. Il y a dans les religions, il y a des choses très belles et des choses qui sont lamentables, etc. Mais c'était vachement intéressant. Tout ne serait pas arrivé sans cette espèce de friction très forte que j'ai eue avec mon père. Ouais, un moment fondateur. Votre plus bel échec? Mon plus bel échec, c'est vrai qu'il n'y a que des beaux échecs en fait, en réalité. Moi, je pense que c'était à ma première levée de fonds où j'ai vraiment baissé les bras en me disant mais c'est bon, ça va quoi, c'est pas fait pour moi, de toute façon j'ai jamais voulu vraiment gagner de l'argent, mais pourquoi et en fait on n'a pas eu ce qu'on escomptait finalement, mais ça m'a rendue encore plus forte parce que pas plus tard, et c'est ça qui est génial, que 6 mois après, je faisais une levée de fonds où je levais plus que ce que je n'escomptais au départ.
et où je m'étais vraiment... Ça m'a servi, cet échec de devoir tout arrêter parce que ça ne marchait pas, et bien m'a servi à remettre en question beaucoup de choses et puis finalement à transformer encore plus. Une qualité essentielle pour entreprendre? La détermination, c'est aussi un défaut, hein, mais c'est une qualité. Un conseil que vous donnez tout le temps, alors vous en avez donné déjà tout à l'heure, hein, c'est-à-dire croire que tout est possible, mais bon, c'est ça le conseil que vous donnez tout le temps ou il y en C'est a un autre? d'avoir des projets et d'avoir des rêves. Vraiment, il faut rêver grand. Il faut, voilà, et il n'y a pas de problème si on a l'impression qu'on ne les réalise pas. En fait, moi, je crois que notre vie reçoit. Notre vie à nous-mêmes, elle reçoit, et puis on imprime dans cette vie des choses, on lui donne des infos, et elle transforme. Et c'est ça qui compte, en fait. Et en plus, ça transforme notre vie, mais on transforme celle des autres. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on n'est pas seul, en fait. Donc rêver, finalement, ça conduit à ce que la vie, finalement, vous donne ce que vous avez voulu, en partie? Absolument. Moi, je crois en ça. Mais vraiment, mais après, je crois au rêve, mais après, il faut passer à l'action. Il ne faut pas dire je rêve à ça et puis ça va m'arriver, parce que je fais du tout positif, positif, c'est très bien, mais il faut agir. Alors justement, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais ils ne savent pas comment? Moi, je vous ai expliqué, hein, je crois que, comment dirais-je, alors j'adore cette phrase qui est « l'appétit vient en mangeant ». Voilà, moi je crois qu'il faut toujours faire un premier pas. Il n'y a pas de pas indigne. Moi je sais qu'à l'époque, quand je n'ai pas trouvé de stage et que je suis allée dans la maison de quartier en disant allez, je vais donner des cours, alors que franchement je sortais de l'école, mais qui je suis pour donner des cours alors que je sors de l'école quand même? C'était important. C'était comme un signal qu'on envoyait à la vie, à l'univers, en disant on veut agir, on veut participer au monde, à cette transformation. Tout petit que je suis, je vais faire quelque chose. C'est pas grave de ce que ça va être. Moi, je crois que le plus important, c'est d'agir. C'est vraiment d'aller, et surtout ne pas se juger. Parce qu'il n'y a rien de pire. C'est là où notre terrible ennemi peut être nous-mêmes, parce qu'on est dans cette espèce de jugement de nous-mêmes. On peut être terrible avec nous-mêmes, mais ça va. Prenons-nous dans nos bras quand même, tous les matins. Merci beaucoup, Sakina. Où peut-on prendre des nouvelles de votre actualité? On peut aller sur le site frontmode.com. Merci beaucoup d'être venu sur Impact Positif, et bonne route à vous surtout. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Sakina. Merci, c'était génial, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Sakina M'Sa. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, faites-nous part de vos conseils et commentaires pour faire progresser ce podcast. Dites-le, partagez-le si vous l'avez aimé, et encore mieux, notez-nous 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant avec nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.